Donc, bonjour, nous allons commencer cette nouvelle session de témoignages clients. Et pour ce faire, nous accueillons ici deux sociétés. Donc, tout d'abord, la société CBI. Donc, CBI, ça veut dire Châssis Break International. Donc, juste très rapidement, mais ils se présenteront. C'est un équipementier automobile avec une couverture internationale. Donc, je vais commencer par introduire donc, Lucille Auduro, qui est contrôleuse achat chez CBI. Bonjour, et merci d'être venu. Et puis Augustin Fabre, qui est directeur contrôle de gestion de CBI. Merci, bonjour. Et donc, pour également étayer la partie implémentation et mise en place, nous avons également invité le partenaire qui a participé à l'implémentation, en l'occurrence la société Bearing Point, et donc Antoine Gaudron, qui est senior manager au sein... Bon, bientôt, ça viendra. Je pense qu'avec le retour d'expérience de CBI, ça va t'aider. Donc, je vais juste, avant de leur passer la parole, peut-être repositionner cette présentation dans le contexte de ce que vous avez vu. Donc aujourd'hui, on est venu, toute cette journée-là tourne autour du Connected Planning. Donc qu'est-ce que c'est que le Connected Planning? C'est tout simplement planifier la création de valeur dans l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Connected Planning égale je veux créer de la valeur dans mon entreprise. Vous avez eu plein de témoignages. On a vu Criteo, Accor Hotel, c'était la création de valeur dans tout ce qui était commercial. On a vu la supply chain, par exemple, avec Ferrero. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir comment on peut créer de la valeur au sein de la fonction achat. Et alors, je demanderai aussi à l'équipe, aux trois personnes qui sont là, parce que CBI a la chance d'être un client qui utilise Anaplan depuis déjà de nombreuses années. Et donc, ils ont déjà une première expérience réelle, live, de ce que c'est le Connected Planning. Donc, s'ils pouvaient aussi repositionner tout ça dans leur contexte global d'entreprise, je pense que ça serait d'utilité pour tout le monde ici. Merci. Et donc, c'est à vous. Alors, c'est bon, ça marche? Ok. Avant de rentrer dans le cas CBI, je voulais faire une rapide introduction sur le sujet, comme a commencé à le dire Norbert. C'est qu'il y a beaucoup de clients qui réfléchissent, quand ils regardent Anaplan ou d'autres outils, à dire il faudrait que je mette en place un Sales and Operations Planning, une façon de modéliser la demande et puis ma capacité à livrer mes clients pour essayer d'harmoniser le fonctionnement de l'entreprise, le plus en plus intégré que la finance, c'est la tendance du marché. Néanmoins, quand on réfléchit à termes SNOP, souvent on pense commerce, industrie. On néglige souvent qu'il y a 70% de la valeur ajoutée dans les entreprises, parfois plus, parfois un petit peu moins, qui est générée par les fournisseurs. En fait, c'est la valeur ajoutée qu'on achète à l'extérieur de l'entreprise. Et typiquement, là, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est un exemple de Connected Planning. Dire quand j'ai mis sous contrôle mon Sales Planning, ma performance commerciale, voire même du Sales and Operations Planning, comment est-ce que je crée de la valeur en connectant ça avec le travail au quotidien des acheteurs et de leur management pour créer de la valeur pour mes clients et notamment piloter la partie profitabilité qui est directement dépendante de la performance économique des fournisseurs qui sont sourcés notamment dans l'automobile où les marges ne sont pas aussi plantureuses que dans d'autres secteurs. Donc, je vais laisser Augustin et Lucille vous raconter ça en détail. Merci. Ok, merci. Juste une rapide présentation donc, de l'entreprise Châssis Break International. Donc, on est un des leaders des freins, donc production de freins dans le monde. Donc, on est aujourd'hui 3e ou 4e en termes de part de marché. Donc, nous sommes implantés partout dans le monde, dans une quinzaine de pays, dont 13 usines dans le monde et 11 sites de développement et de vente. Donc, nos principaux produits, donc, comme vous pouvez le voir, c'est du frein à tambour, du frein à disque, des freins de parking automatique et on fait également ce qu'on appelle les rotors, les disques. Donc nous avons un chiffre d'affaires en pas loin du milliard et nous pensons doubler le chiffre d'affaires d'ici 6 ans. Donc comme l'a dit Antoine, nous avons développé dans Anaplan 5 modules principalement. Donc le premier, c'était le Sales Planning. Donc en fait, nos prévisions de vente à long terme. Donc le long terme est quelque chose de très important dans l'industrie automobile, puisque comme exemple, aujourd'hui, nos équipes développent des freins qui seront produits dans 2 à 3 ans. Donc le long terme est quelque chose de très important pour nous. Donc nous avons commencé avec les sales, donc le sales planning, et ensuite
donc dans lequel nous mettons nos projets qu'on veut gagner ou pas, nos opportunités. Et ensuite, nous avons développé plusieurs modules. Donc le capacity planning, donc en gros c'est notre utilisation industrielle, notre capacité industrielle donc de nos usines. Est-ce qu'on a besoin d'investir ou pas? Ensuite, donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le purchasing planning, dont Lucille va vous présenter le projet. Nous avons également développé dans un appelant le resource planning. Donc en gros, ce sont nos planifications de nos ingénieurs et de nos effectifs pour travailler sur nos projets. Et enfin, le final, qui est en fait notre financial planning, qui est en gros notre planification financière à long terme, qui est en gros le résultat de ces différents modules. Donc aujourd'hui, tout est intégré. Nous avons une seule et même base de données, avec différentes personnes qui travaillent dans tout le monde. Et c'est quelque chose de très appréciable pour nous, contrôle gestion. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais laisser la parole à Lucille qui vous présentera un petit peu plus le projet Purchasing. Alors oui, comme l'expliquait Augustin, le purchasing planning est arrivé assez naturellement chez nous. Il découlait des deux premiers qui avaient été créés, le sales et le capacity. Une fois qu'on avait toutes les informations de vente et de production, le but c'était d'être capable de déduire quels allaient être nos volumes d'achat. Et une fois qu'on avait nos volumes d'achat, de pouvoir nous amuser à faire des simulations et voir quelles étaient les meilleures stratégies à mettre en place pour CBI. Donc des stratégies de prix, de pricing et d'allocation fournisseur. Ça, c'est dans les grandes mailles ce qu'on peut faire dans l'outil. Je rentrerai un peu plus en détail après. En termes d'utilisateurs, c'est un outil qui a été ouvert assez largement aux équipes achats. Tous les acheteurs de toutes les régions et de chacune de nos familles d'achats, pour chaque type de composant de frein, ont accès en fait, à l'outil pour travailler et faire leur simulation dedans. En termes de temps, combien de temps est-ce qu'on a mis à le mettre en place, cet outil? On a commencé officiellement en février 2016 pour faire un premier planning solide cette année. Alors, c'est un outil qui a été utilisé de plus en plus. On a mis du temps à affiner quels étaient nos besoins. On a commencé avec la volonté de planifier à un assez haut niveau pour finalement descendre cette année à un niveau de granularité très très fin. C'est-à-dire qu'on sait pour chaque frein qu'on va vendre quel sera le part number, donc vraiment le composant qu'on va vouloir acheter. D'où la durée du projet. Tu peux passer à la prochaine. Donc, un peu plus de détails sur le planning. Donc, on a commencé par du cadrage. Concrètement, qu'est-ce qu'on voulait mettre dans l'outil? Et après, il y a eu du travail avec tous les outils qui alimentent notre Anaplan achat. Donc, notre outil principal, notre lien principal est avec notre ERP, duquel on extrait en fait nos baumes pour mettre en face les composants de chaque produit. On a donc eu plusieurs sprints pour les différents types de freins qu'on voulait mettre en place et avec chaque catégorie d'acheteurs. Pour ensuite passer par une phase d'UAT, comme on le fait souvent, et enfin passer live en janvier. Donc, en termes d'équipe projet, on a un sponsor qui était le directeur achat. On a un référent SAP achat qui a été impliqué assez largement pour nous aider dans les extractions de baumes. Et enfin, 10 key users qui permettaient en fait de valider tout au long de la création de l'outil que le projet était sur la bonne voie et qu'il allait répondre aux besoins des opérationnels. Merci Lucille. Ici, c'est juste rapidement comment fonctionne le process entre justement les ventes et les achats. Donc, on va uniquement parler de cette partie. Donc, aujourd'hui, nous, on utilise une base de données qui s'appelle IHS. Je ne sais pas si vous connaissez. IHS, qui est une base de données qui nous donne les volumes de production des véhicules dans le monde. Donc, à 6 ans, 7 ans. Donc, on a les volumes de véhicules. Ensuite, on l'intègre dans un appelant notre système de sales planning. Ensuite, nos équipes de vente et nos planeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent nos produits sur les véhicules avec ce qu'on appelle un taux d'installation pour avoir la part de marché du véhicule, avant, arrière et quel produit. Donc, une fois qu'on a importé ces données dans un appelant, avec évidemment le prix, etc., on a nos projets qui sont planifiés dans le sales planning. Et ensuite, on importe ces données dans
la partie achat. Et donc, on a un lien direct entre nos ventes et nos achats. Et ensuite, c'est aux acheteurs, en fonction du produit fini qu'on a dans le sales planning, on a une BOM qui descend et c'est aux acheteurs de mettre leur prix et leur fournisseur en fonction de sur chaque composant. Donc, c'est directement intégré et on peut le mettre à jour quand on veut. Donc, c'est directement connecté. Donc, s'il y a un projet qui est gagné ou qui est perdu, directement, on a un impact sur la partie achat. Je laisse... Donc en termes de bénéfices, le tout premier qui est assez évident, c'est plus de transparence entre les équipes elles-mêmes. C'est-à-dire que les acheteurs ont tout de suite accès, par exemple, aux évolutions de volume sur la base de ce qui aura été mis à jour dans le sales planning, vu que les deux outils sont connectés entre eux. Donc beaucoup de transparence et d'informations partagées vis-à-vis de tous. Le deuxième point positif, c'est que du coup, toutes les informations sont aussi au même endroit. On est un groupe international. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la planification de nos achats était gérée dans plusieurs fichiers Excel. C'est des problématiques qu'on est nombreux à avoir, mais désormais, on a tout dans un seul et même outil. Ensuite, la possibilité de simuler, donc de s'amuser, d'allouer tel ou tel marché à tel ou tel fournisseur, de voir quel serait l'impact prix en fonction de quelle décision est prise. Ça, c'est aussi quelque chose qui intéressait beaucoup les acheteurs. Le quatrième point, on choisit de le traiter positivement. Ça nous a permis, en fait, cet outil d'identifier tous les problèmes de master data qu'on avait dans notre ERP. Donc ça nous permet de faire un assez bel état des lieux d'où on en est et de ce vers quoi on veut aller. Cinquième point positif, c'était très important pour nous d'impliquer les équipes achats très tôt dans le projet pour obtenir leur adhésion et qu'ils soient intéressés par l'outil. Et enfin, le dernier, c'est le fait que l'outil soit à jour. Les dernières informations du marché sont accessibles à toutes les équipes. Et donc maintenant qu'on a tous ces bénéfices, on a envie d'aller encore plus loin. Et donc les prochaines étapes, en tout cas pour Anaplan achat, c'est d'intégrer par exemple dans notre outil la notion du prix optimal. En fait, au sein des équipes achats, il y a un département qui est en charge de faire des calculs de prix optimaux pour chacun des composants qu'on achète. Le but, c'est d'intégrer cette information pour la mettre en face des prix target que se fixent les équipes d'acheteurs. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, une fois que ces prix-là seront intégrés, c'est de mettre en place des KPIs autour de ces prix optimaux, de voir combien de pourcents de notre spend ils couvrent et quelle est la convergence de notre trajectoire de prix vers ces prix optimaux. Et la troisième optimisation, ce serait en fait d'avoir une mise à jour des prix dynamiques sur la base des index RMI. C'est-à-dire que les équipes puissent simuler quel serait l'impact sur le spend d'une augmentation des cours des métaux dans le monde, région par région. Juste pour préciser par rapport à ce que Augustin et Lucille viennent de dire, c'est vrai que nous on a l'habitude de travailler aussi pour d'autres clients, mais qui ont souvent les mêmes problématiques que CBI. Et c'est vrai quand on regarde ce qu'on a réussi à faire ensemble et ensuite comment ils ont réussi à faire évoluer leur modèle une fois qu'ils l'ont pris en main, c'est déjà une grosse force d'Anaplan d'avoir cette capacité qu'on transfère la connaissance, puis que vous étiez autonome sur les évolutions, et puis de temps en temps quelques interventions ponctuelles pour se reposer les bonnes questions. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que tous les clients ont le même problème. Ils ont tous SAP ou Oracle, un ERP. Un ERP, c'est pas fait pour voir dans le futur, c'est fait pour voir aujourd'hui. On récupère des baumes dans un ERP, on les modélise, et tout ce qui va être dans le futur, chacun fait ses hypothèses, ses estimations. Il n'y a rien qui est figé. Chaque catégorie d'achat travaille différemment des autres. Et donc le gros travail qui a dû être fait, c'est de dire avant que l'ingénierie et l'industrialisation valident le coût définitif de toutes les pièces, de toute la baume et la baume exacte qu'on va mettre en production, donc ce qu'on peut faire peut-être à un horizon 6 mois, 1 an et demi si on a de la chance, au-delà, qu'est-ce que je mets vraiment qu'est-ce que je demande à l'acheteur? Et donc tout le travail au début, ça a été de dire, quand j'ai un frein pour un client comme Mercedes qui a telle caractéristique technique, il est en aluminium, il a 2 trous pour mettre des pistons dedans, il a tel diamètre, telle chose, ça serait quoi le prix moyen du rotor, de la pièce qui est mobile, de la pièce qui est immobile, des différents joints élastomères que l'on met dedans? Et ça, c'est une question que chaque acheteur avait un peu sa réponse, et on a réussi au début du projet à mettre en place des règles par grande famille de produits pour dire, si jamais un commercial met dans le plan qu'on va vendre un frein pour Mercedes dans 3 ans, et ben au moins on a une estimation de coût qui est un peu raisonnable, réaliste,
quitte à l'acheteur ensuite de la retravailler à la main s'il pense que ça va être plus ou moins ce que Anaplan lui propose, voire de changer la règle s'il estime que dans 2-3 ans elle sera plus pertinente. Et puis ensuite, le jour où il a vraiment la négo fournisseur par fournisseur, il peut cranter le vrai prix, la vraie pièce que l'on met, qu'on associe à la pièce finale qu'on va vendre à Mercedes-Benz par exemple. Et donc cette agilité, cette souplesse-là qu'on a avec Anaplan, c'était vraiment très intéressant de la mettre en œuvre chez CBI. Et la plupart de nos clients, ils ont les mêmes problématiques. On travaille la grande consommation, par exemple. Ils ont les mêmes problématiques. Les usines, elles mettent les baumes à jour 6 mois avant le démarrage d'une production. Donc tout ce qui est 9-12 mois, c'est pas dans le MRP, c'est nulle part. Il faut inventer quelque chose. Et quand l'usine dit « moi je vais acheter tant », l'acheteur, lui, il n'est pas capable de dire, de trouver un truc qui match parce que lui, son MRP, il est à moitié vide parce qu'il y a plein de baumes qui manquent, par exemple. Et ça, c'est une problématique qu'on a chez quasiment tous les clients. Et c'est vrai que la façon dont tu as adressé le sujet chez CBI était assez élégante et intéressante, et c'est une approche qu'on essaie de répliquer chez d'autres clients qui ont tout à fait le même genre de problématique, que ce soit dans l'automobile ou dans d'autres secteurs industriels. Dans l'occasion de poser des questions là-dessus, je pense que ça vous intéressera probablement. Et du coup, pour terminer sur la présentation, donc, comme je disais tout à l'heure, nous, Bearing Point, on avait un rôle de conseil à la fois métier et intégration Anaplan, parce qu'on a des compétences Anaplan, mais à la base, on est un cabinet de conseil métier. Et donc, on avait une expérience performance achat dans différents secteurs, dont l'automobile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il y a une demande sur le marché pour faire de la perf achat, parce que ça devient un sujet vraiment crucial. Quand je commence à avoir une planification un peu fine en amont, je suis capable de faire des choses beaucoup plus fines et qui ont un gros impact sur la performance financière de l'entreprise derrière. Et donc dans la pharmacie, dans le luxe, dans la cosmétique et donc dans l'automobile. Et donc ce qu'on est en train de travailler en ce moment avec Anaplan, c'est des modèles un peu standards qui mettent les méthodologies qu'on implémente chez nos clients de façon standard dans Anaplan pour donner un aperçu aux clients de ce qu'il faudrait faire en termes de processus, de données, et puis pour montrer assez visiblement finalement ce qu'on est capable de faire. Et donc ce qu'on est en train d'essayer de faire, et elle est quasiment terminée cette application-là, il y aura bientôt un webinar qui aura lieu après les vacances de la rentrée, enfin les vacances d'été, excusez-moi, sur lequel on va faire des démonstrations pour dire comment est-ce que je classifie mon réalisé. C'est-à-dire j'ai SAP qui me dit tiens, j'ai des écarts, l'élastomère tu l'achètes à 10 € le mille au lieu de 9 € le mille par exemple. Tu as un écart de 1 €. L'acheteur, régulièrement, dans pas mal d'entreprises, on lui demande d'expliquer est-ce que c'est 1 € qui est lié à une variation de matière première, est-ce que c'est le fournisseur qui n'a pas été performant, est-ce que c'est un problème de qualité. Donc toutes ces classifications des grands écarts de l'entreprise, généralement c'est des process très manuels et qui sont souvent très qualitatifs. Donc l'idée c'est de mettre un peu de quanti là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous attendent là-dessus pour les aider là-dedans. Il y a le pilotage des projets achats. Vous êtes acheteur, vous avez en permanence, si vous êtes pas forcément quelqu'un au sourcing, mais plutôt quelqu'un qui est en charge du SRM, c'est-à-dire la relation avec les acheteurs et les usines. Vous êtes en charge d'animer tous les projets d'amélioration de la performance avec vos fournisseurs qui ont des impacts non négligeables sur la performance financière de votre usine et puis derrière de votre entreprise. Tout ce qui est, on en parlait tout à l'heure, les raw material index, donc toute la modélisation des parts matières avec les différentes variations des différents marchés internationaux, ça c'est un sujet qui est clé dans toutes les industries. Et donc il faut arriver à le modéliser de façon intégrée à l'ensemble de la démarche. Pas juste faire des analyses ad hoc quand le cours du pétrole ou le cours de l'acier bouge, mais être capable de l'intégrer dans une réflexion globale et de vérifier que quand j'ai le réalisé, c'est bien cohérent avec les hypothèses que j'ai mises au départ. Ça, c'est extrêmement complexe à faire si vous n'avez pas une vision intégrée de toute votre performance achat. Si vous faites juste des analyses ad hoc à chaque fois, tous les 6 mois, quand votre patron vous demande un truc, vous allez donner une réponse globale, mais qui ne va pas s'intégrer dans un projet d'ensemble. Les remises de fin d'année, c'est un vrai sujet de complexité. Vous négociez avec un fournisseur mondial des remises de fin d'année que vous allez ventiler, on ne sait pas trop comment, sur tout un tas de composants qui sont dans vos usines dans le monde entier. Avoir des règles claires, partagées, qui vous permettent de budgéter proprement vos économies pour l'année prochaine, qui prennent ça comme base. C'est extrêmement complexe suivant les business dans lesquels vous opérez. Et ce n'est pas négligeable, c'est quelques pourcents du chiffre d'affaires que vous avez avec vos fournisseurs. Donc au final, c'est des pourcents qui peuvent être du net income derrière pour votre entreprise si vous les planifiez correctement. Et enfin, le dernier point, c'est les effets volume. Typiquement, vous avez des RFA qui sont parfois indexés sur des effets volume. Vous avez des effets volume aussi qui permettent d'amortir des investissements sur des projets. Donc si votre chiffre d'affaires il fait plus 20 ou moins 20% l'année prochaine, c'est pas du tout dit que vous ayez des performances comparables à ce que vous aviez l'année dernière quand vos volumes étaient un peu plus hauts ou un peu plus bas. Et donc intégrer tous ces éléments-là, on est en train de le faire effectivement dans des maquettes dans Anaplan qui permettent en permanence d'avoir des waterfalls en disant voilà, par rapport aux écarts que je constate par rapport à mon budget, je suis capable de savoir d'où est-ce que ça vient en décomposant tous les facteurs et en étant capable de donner des indications intéressantes au management de l'entreprise pour réagir en disant ce projet-là, on ne va pas le faire, on va demander au commercial de signer un contrat supplémentaire en baissant un peu le prix parce qu'on a besoin de faire du volume, etc. Donc toute cette approche globale, on est en train de l'intégrer dans Anaplan pour bénéficier du retour d'expérience de CBI et puis d'autres clients sur ce type de thématique.
Évidemment, on est tout à votre disposition pour en discuter, en parler sur vos différents projets, pour vous accompagner dans ce genre de démarches qui ne sont pas simples, comme on vient de le voir avec l'exemple CBI qui a pris au début 3 mois de projet, puis ensuite des mois de maturation, de change, de discussion avec les acheteurs pour arriver à un modèle qui est partagé par tout le monde. Et ça, ce n'est pas lié à CBI ou Bearing Point, c'est le fait qu'on touche à des choses qui sont extrêmement complexes et avec des catégories d'articles qui sont très différentes les unes des autres. Et donc très probablement dans vos entreprises également, vous êtes confrontés aujourd'hui, vous serez confrontés demain à ce même type de problématique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Puis un grand merci à CBI qui a accepté de venir témoigner de leur expérience qui est extrêmement riche et intéressante. Tout à fait. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé puisqu'il y a la traditionnelle session des questions-réponses. Donc, profitez, je pense, de ce témoignage très intéressant et de ce client qui a déjà mis plusieurs use cases et vous avez vu que la valeur a été créée par l'interconnexion. Bonjour, vous avez quelque chose de très intéressant, donnée d'entrée qui est du volume. Si vous n'aviez pas cette donnée-là, comment feriez-vous? Les volumes, c'est la base d'entrée, c'est la donnée d'entrée. Donc avant, on était une filiale de Bosch. Donc, on a été racheté récemment par un fonds d'investissement en 2012. Bosch, ils ont fait leur propre base de données, de volume. Donc il faut avoir cette base d'entrée pour forcément faire sa planification. C'est la donnée d'entrée. Donc on l'aurait construite, cette base, si ce n'était pas IHS. Oui. Je n'ai pas très bien compris. Vous analysez les données à moyen terme, pas à court terme. Tout le côté planification de production à la semaine ou au mois, ce n'est pas quelque chose que vous faites. Je me trompe? On fait à l'année. Mais on peut avoir l'information au mois ou au quarter. C'est quelque chose qui est disponible. D'accord. Parce que ça fait un moment qu'on le voit, des outils de planification depuis la prévision commerciale jusqu'à la planification des appros, ça existe ça déjà. Oui, vous avez parfaitement raison. En fait, là, le sujet qu'on a traité chez CBI, c'était plutôt de la planif moyen-long terme pour alimenter des plans à 5 ans, des budgets. Et là, l'exemple que je donnais avec un d'autres clients, ils cherchent à faire une analyse du réalisé mois par mois, trimestre par trimestre, qui recoupe les problématiques que l'on vient d'évoquer. Et typiquement, avec les outils qu'on a développés chez CBI, si jamais il y avait un besoin, et probablement qu'il y en a un en termes de reporting, mais ce n'est pas l'aspect qu'on a creusé majoritairement sur le projet, on pourrait tout à fait utiliser l'outil pour faire un suivi quasiment temps réel de la performance achat, à condition d'avoir les données de l'ERP qui remontent régulièrement. Okay. Moi, je pensais dans le cadre de l'optimisation de la supply chain, en fait, d'avoir vraiment le nombre de produits juste nécessaires pour produire. Ouais. Ça, c'est une problématique qu'on traite généralement avec d'autres types de processus, mais ça peut faire partie de la réflexion auquel les achats doivent être associés. Après, là, on est vraiment sur du pilotage de plan de perf achat. Il y a aussi des applications de revue de portfolio où il y a des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui rentrent en compte pour faire des décisions sur le catalogue futur de l'entreprise. Y a-t-il d'autres questions parmi l'Assemblée? Alors moi, madame. Si vous deviez recommander un appelant, ou du moins donner des conseils à d'autres prospects ou clients, qu'est-ce que vous leur diriez? Pourquoi choisir un appelant? C'est ça que vous... Alors, un appelant, pourquoi? Alors nous déjà, on est des pros d'Excel, hein, ça faut le dire. Un appelant est un outil très puissant, très rapide. Donc ça, on aime beaucoup. En cloud, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est du direct. On travaille avec des gens en Chine, au Brésil, aux États-Unis. Donc l'information, elle est live. Donc ça, c'est aussi très bien. Ensuite, quelque chose de très intéressant avec un appelant, c'est qu'on fait ce qu'on veut, en fait, avec un appelant. On n'a pas besoin d'avoir une équipe IT derrière très forte. On le fait nous-mêmes. Donc avec un peu de formation, ça se fait. Et c'est très personnalisable. Donc il y a des choses standards dans un appelant, mais au final, nous, ce qu'on a aimé, c'est ce côté, moi, je veux développer ça, je le fais. Donc voilà, pour moi, ce sont les principaux points. Et aussi un bon intégrateur. Parce que, non mais, je le dis parce que finalement, chez nous, ça nous a beaucoup aidé, parce qu'il faut des ressources, il faut de la ressource, et c'est vrai que, pour le coup, Bearing nous a aidé sur ce niveau-là, avec leur expérience métier, et ça, c'est quelque chose de super.
Effectivement, ce que dit Augustin est très juste. En fait, sur des projets Anaplan, il n'y a pas de notion de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. C'est la même personne qui fait tout avec le client. Et le client, une fois qu'il est formé Anaplan, c'est lui qui met également la main à la pâte. Ça, c'est une grosse différence avec ce qu'on peut faire avec d'autres types d'outils du marché. Généralement, des outils de perf achat, c'est des outils assez complexes qui peuvent coûter très cher, qui vont au-dessus d'une suite achat verticale qui est vendue par les grands éditeurs du marché. Et généralement qui est complètement construite sur la façon dont la solution verticale transactionnelle marche aujourd'hui. Ce n'est pas des modèles qu'on peut adapter comme ça en claquant des doigts, etc. Alors qu'Anaplan, lui, offre vraiment cette liberté, cette boîte à outils sur laquelle vous pouvez vraiment faire votre process de planification, quel que soit le transactionnel ou les solutions que vous avez en dessous. Et ça, c'est un vrai gain pour l'entreprise qui peut vraiment mettre son métier et sa logique dans l'application sans vraiment de contraintes extrêmement fortes qui, au bout d'un mois ou deux, vont l'obliger à faire des renoncements fonctionnels. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, on a vraiment fait un process CBI perf achat dans Anaplan. Une question pour moi, effectivement, mais purement de curiosité pareil. Donc, généralement, sur ce genre de projet-là, on a des problèmes de volumétrie, d'items, de listes. Est-ce que vous avez été confronté, jusqu'où vous avez été au niveau des items, des listes, je parle, et est-ce que c'était un problème de performance ou pas, ou comment ça s'est passé? Jusqu'où vous avez poussé Anaplan? Global ou Anaplan au global Sur Anaplan, sur un modèle, effectivement, dans une liste. Effectivement, généralement, il y a toujours effectivement une liste qui est importante. Je voulais savoir jusqu'où vous arrivez au niveau d'éléments, d'items dans une liste. Ouais, la liste. Vous avez dépassé les... Aujourd'hui, alors je parlais en volumétrie d'Anaplan, avec nos 5 modules, on doit dépasser le millier de milliards de cellules. Chose qui est totalement impossible avec n'importe quel autre outil. Donc c'est quelque chose pour nous qui est formidable. Après, en termes de liste, je ne sais pas, oui, on a de nos composants qui vont des dizaines de milliers, Dizaines de milliers, ouais. Croisés sur plusieurs axes de dimension. Ah oui, je vous dis, c'est des milliers de milliards de cellules qui sont aujourd'hui disponibles. Et voilà. Donc, pour nous, il n'y a pas de limite. Enfin, la seule limite, c'est le stockage. Et du coup, on peut... Par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres entreprises qui ont des problèmes de volumétrie sur ce genre de problématiques, typiquement, effectivement, tu disais, vous avez quelques milliers de produits finis, vous avez quelques dizaines de milliers de composants, c'est déjà beaucoup, c'est une problématique assez complexe quand même, et on a modélisé ça au mois, au trimestre, on a fait au trimestre ou au mois sur les achats. On est resté à l'année pour justement pas engorger le modèle avec du niveau de détail qui serait inutile. Sur la perf commerciale, par exemple, on est un peu plus précis parce qu'il y a un suivi un peu plus fin des volumes pour alimenter le capacity planning qui, lui, est très détaillé. Donc, en fonction des enjeux, vous allez adapter effectivement votre granularité. Mais néanmoins, on voit qu'avec une application qui ne coûte pas très très cher, avec un projet qui n'est pas forcément monstrueux, on arrive vraiment à couvrir un besoin de ce type-là assez facilement. C'est ça qui est très agréable avec Anaplan. Et on n'a pas de problème de perf ou de volumétrie. Une fois que la solution est stable et tourne, ça marche très bien. Alors peut-être s'il n'y a pas d'autres questions dans l'Assemblée, moi je vais faire ma dernière question. Personne dans l'Assemblée, non. Ma question, c'est parce que comme vous avez une grande expérience et donc votre retour d'expérience, c'est bien de pouvoir le partager. Donc aujourd'hui, si vous deviez redémarrer, je dirais à la lumière de ce que vous connaissez maintenant d'Anaplan, qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous ne feriez pas? Qu'est-ce que je ferais, enfin qu'est-ce qu'on ferait je pense impliquer les équipes métiers dès le départ. Ça c'est quelque chose, mais je pense pour tout projet, c'est primordial. Il faut fixer des objectifs clairs. Quels sont les outputs, quels sont les inputs, qui va faire quoi, quelles sont les équipes qui vont travailler sur le sujet. Donc déjà c'est la définition du besoin. À la base, il faut que ce soit très clair. Et imaginer quel pourra être l'outil dans le futur. Donc ça c'est quelque chose aussi à faire. Mais impliquer les équipes, métiers, opérationnels, et surtout, ce qui a marché et moins bien marché, après ça dépendait des modèles, mais ceux qui ont très bien marché, c'est ceux qui étaient poussés par la direction. Forcément, le management, si ça vient du management, ça marche très bien. D'accord, donc si les enjeux sont stratégiques, forcément... Derrière, ça déroule. Bah, écoutez, je tiens à vous remercier. Merci Lucille, merci Augustin, merci Antoine. Et d'autant plus que j'ai cru comprendre que vous étiez, parce qu'on n'en a pas parlé, on avait dit qu'éventuellement vous en diriez 2 mots, mais dans une phase, si j'ai bien compris, de planification de vos achats. Et vous avez quand même réussi à vous libérer. Donc je pense qu'on peut les applaudir et les remercier chaleureusement.